Merci à vous de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikeko. Bonjour et bienvenue à tous. Dès janvier 2021, les agents de l'administration publique devront observer de nouveaux horaires de travail. L'administration sera désormais ouverte les matins de 8h à 12h30 et dans l'après-midi de 14h à 17h30. Un réaménagement qui, selon le gouvernement, vise à garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l'épanouissement des agents de l'État. Une décision qui continue à ce jour encore de susciter des questionnements. Avec les confrères sur ce plateau, on va s'intéresser également à la question et voir, apprécier un peu son opportunité et son impact sur les usagers ainsi que les agents de l'État. Et dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de la filière anacarde. Elle est le deuxième produit agricole d'exportation après le coton et contribue aujourd'hui à environ 3% du produit national brut et à environ 8% aux recettes d'exportation. En somme, un véritable enjeu économique pour le développement du pays. Mais à ce jour, quels sont les atouts et les contraintes liées à l'émergence de la filière anacarde au Bénin? On va recevoir d'ici une vingtaine de minutes le président de l'interprofession de la filière anacarde au Bénin pour de plus amples explications. Et voilà donc pour l'essentiel du menu de ce dimanche. Vous le savez, on marque d'abord le premier arrêt, direction la rédaction pour le mini-journal avec Alessandra Tchotan. Madame, Monsieur, c'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire du Wikeko. Bonjour et bienvenue dans le mini-journal. Importé à plus de 50% pour la consommation, le riz est une filière prioritaire pour le Bénin. Sa consommation augmente fortement chaque année et la production risicole ne cesse de se développer. Alors, pour accompagner ce dynamisme, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin a lancé la 4e édition de la campagne de promotion et de commercialisation du riz Made in Bénin. L'objectif est de faire en sorte que le riz béninois soit connu du public et mieux consommé. Amandine Agnamboussou. Le riz, autrefois mets occasionnel, consommé seulement lors des fêtes et manifestations spéciales, est progressivement entré dans les habitudes alimentaires au Bénin. Les besoins nationaux sont compris entre 25 et 30 kg par habitant et par an. Le pays produit plusieurs qualités de riz, mais la population est encore réticente à consommer le riz blanc local. Il y a certains Béninois qui ont vraiment dégusté le riz béninois et qui ont été vraiment déçus. Et cela date de plusieurs années. Mais cette déception, c'est dû à la qualité de ce riz qui a été transformé. La classe moyenne qui devait consommer suffisamment ce produit, localement produit, n'a pas toujours connaissance de ce produit. Ou parfois, ça c'est de notre faute, parce que le même riz est dans plusieurs emballages au niveau des supermarchés. Et quand le nom qu'on connaît, on ne le retrouve pas, on pense que le riz n'est pas là et on se retourne. Et pourtant, la production locale aurait doublé entre 2007 et 2014. Mieux, les efforts menés pour améliorer le rendement et la qualité du produit semblent également fructueux. Mais tout comme les autres secteurs de l'agriculture vivrière, la culture du riz est confrontée à de nombreux défis. Nous ne couvrons que seulement 54% du besoin national. Nous devons quand même nous activer davantage, d'autant plus que le potentiel rizier cultivable est disponible pour pouvoir quand même rendre disponible le riz produit et transformé localement au Bénin, puisque c'est un produit sain. Mais ce qui reste à côté de ce challenge, il y a la facilitation de la mise en place des intrants, la mécanisation, la collecte primaire du paddy et l'accès du crédit d'appoint. La filière riz bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement et l'objectif est d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2022. Ce que nous sommes en train de faire, nous tournons déjà autour de 400-500 000 tonnes de paddy. Et cette ambition de gouvernement vient galvaniser l'effort que nous, les producteurs, nous sommes en train de fournir. Alors, du coup,
Ça demande des moyens. Une fois que ces moyens sont au rendez-vous, je pense que nous aurons la possibilité de faire la double clôture. Avec cette double clôture, l'atteinte de cette ambition est une réalité. Jusqu'au 30 décembre 2020, le riz béninois sera en promotion sur toute l'étendue du territoire national. Le consommé revient à encourager et améliorer le revenu des riziculteurs locaux. L'université d'Abomey-Calavi célèbre cette année ses 50 ans d'existence, un événement important dans la vie de la plus vieille université du Bénin. Après un demi-siècle de formation et de recherche, cette célébration du cinquantenaire est l'occasion de faire un bilan à mi-parcours et également de se demander quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement. Pour en savoir davantage, Patrick Adiagbodjou a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Voici le reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé les entreprises aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus, ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Madame, Monsieur, le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure productivité en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénient sur l'environnement et la santé des populations. Daniel Sosa s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Stanislas est un maraîcher depuis des années.
Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produits chimiques utilisés, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez un esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques, toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Ce sera tout pour cette fenêtre ouverte sur l'actualité. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et Wikeko se poursuit ici à présent avec la revue de presse économique, une signature de Patrick Adiagodjo. Fidèles téléspectateurs de la revue de presse économique sur Wikeko, bonjour et bienvenue. Une bonne nouvelle et un ouf de soulagement pour la coopération sous-régionale. Les frontières du Nigeria rouvertes sur ordre de Buhari après plus d'1 an de fermeture. L'information est dans la parution de l'événement précis. Le journal nous apprend que depuis l'annonce de la réouverture des frontières nigérianes par le président Muhammadu Buhari, la décision enchantée détend l'atmosphère des relations de bon voisinage entre le Bénin et le Nigeria. Fraternité se réjouit de constater que l'horizon économique s'éclaircit pour l'économie des deux pays. Le journal de Ménintin écrit « Ouverture des frontières avec le Nigeria, l'économie du Bénin a gagné en résilience ». Sur le même sujet, le potentiel affiche à la une de sa parution « Ouverture des frontières 16 mois après la fermeture unilatérale, a craqué, Buhari a craqué et levé la mesure ». Dans un autre registre, la nation nous apprend que le port autonome de Cotonou poursuit sa mutation pour être en phase avec les enjeux de l'heure et ceux du futur. Le journal du service public a publié l'information et affiche défi de modernisation, le port de Cotonou en phase, la métamorphose en vue. Selon le Canard, avec pour but de renforcer sa position face à la concurrence dans la sous-région, le port autonome de Cotonou se dote des outils adéquats de travail et crée les conditions idoines aux amateurs et autres usagers. Des travaux en perspective dont la construction du terminal 5, l'extension du bassin et la rénovation du quai nord, la création du parking tampon à Zongo et d'un accès centralisé dans le port. En vue d'une gestion efficiente du trafic des camions, le port de Cotonou projette de mettre en place un parking d'une capacité de 600 camions.
8h à 12h30 dans la matinée, puis 14h à 17h30 dans l'après-midi. Ce sont là les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique béninoise dès le 1er janvier 2021. C'est le fruit d'une réforme du gouvernement qui entend permettre aux fonctionnaires de se libérer des obligations professionnelles afin de consacrer davantage de temps à leur famille. Une mesure qui pourrait impacter diversement l'économie béninoise. L'économiste en parle et titre à la une de sa parution « Administration publique, impact socio-économique du réaménagement des horaires ». Selon le journal, les agents de l'administration publique n'auront plus à solliciter longtemps les ressources en énergie dans le cadre de leurs tâches professionnelles réglementaires. À travers le réaménagement des horaires, les industries auront de l'énergie en quantité et en qualité pour accroître leur production. Mieux, cette réforme va permettre à l'État d'économiser plusieurs milliards de francs CFA dans les caisses du Trésor public. Fin de cette revue de presse économique sur Wikeco, à dimanche prochain. Et sans plus tarder, on installe le plateau décryptage avec les confrères. On s'intéresse aux nouveaux horaires de travail dans l'administration publique. Ils sont donc en place. On s'intéresse à la problématique, ou plutôt aux nouveaux horaires de travail dans l'administration publique applicables dès janvier 2021. Sur ce plateau, je reçois Armel Tagnon. Armel, bonjour. Bonjour, Evarus. Merci d'être là. Merci. À côté de Armel, Marc Goudianou. Marc, bonjour. Bonjour, Evarus. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci à vous, chers confrères. Alors, vous l'avez certainement suivi, cette actualité. Longtemps murmurée, le changement des horaires est devenu effectif, ou plutôt, la décision a été prise et elle sera effective à partir du 1er janvier 2021. Mais avez-vous l'impression que cette nouvelle mesure-là, Marc, peut changer quelque chose au fonctionnement de l'administration? Bon, je crois que ça peut changer grande chose si l'on se réfère au Conseil des ministres qui a notifié les raisons pour lesquelles cet aménagement a été fait. Les raisons ont été notifiées, c'est pour pouvoir rendre plus performant l'administration, d'accord, et également permettre également aux employés d'avoir une vie de famille meilleure. Donc, une étude a sûrement été réalisée, d'accord, pour pouvoir voir l'impact que ce réaménagement aura sur le rendement des travailleurs au niveau de notre administration publique. Donc, sûrement, cette mesure n'a pas été prise à l'anodine. Bon, ça a été bien étudié et bien réfléchi par le gouvernement et qui a pris du temps avant de mettre en exécution parce qu'on avait quand même depuis longtemps a eu la rumeur que cette mesure serait mise en place. C'est vrai qu'on n'avait pas totalement les détails par rapport à ça, mais on savait que ça allait venir tôt ou tard et que les études qui ont été menées sûrement, ce sont ces études qui ont permis de voir la pertinence de ce réaménagement au niveau de l'administration publique. Donc on espère bien sûr que ça a été bien pensé. Bien pensé. Mais à votre avis, est-ce que vous avez l'impression que les anciens horaires qu'on avait l'habitude d'utiliser avaient un impact sur la vie familiale des agents de l'État? Bon, il faut dire que les anciens horaires avaient été appliqués depuis fort longtemps, d'accord. Et tout le monde s'est habitué et a su réaménager son calendrier compte tenu de ce qui est. Donc, il faut dire que si aujourd'hui on doit changer un peu les horaires, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Bon, selon moi, il n'y aurait pas beaucoup d'impact parce que lorsque vous prenez le calendrier du réaménagement, vous allez constater que c'est seulement au niveau des heures de pause que ça a été réajusté. On a retiré une heure des heures de pause et qu'on a soutiré au niveau de l'heure de sortie qui devait être normalement 18h30 qui a été ramené à 17h30. D'accord. Ben, du coup, on favorise le fait que les usagers sortent plus tôt, d'accord, les employés sortent plus tôt pour pouvoir rejoindre peut-être leur famille ou peut-être au niveau de la pause, on veut limiter un certain nombre de fêtes et au niveau du rendement peut-être des employés et peut-être au niveau de la consommation des énergies qui sont utilisées lors de la pause par les employés, d'accord, et peut-être d'autres infrastructures publics qui sont également utilisés. Alors, Armel, beaucoup de citoyens, ou plutôt certains citoyens, estiment que le gouvernement n'a fait que déplacer le problème, véritablement. C'est une réaction légitime. C'est une réaction légitime de ces observateurs qui croient que le problème a été juste déplacé. Ben,
il faut dire que le gouvernement, toujours dans sa ligne de réformer l'administration pour qu'elle soit plus performante, a dû réfléchir, comme l'a dit Marc, a dû vraiment réfléchir à la question. Et ce qu'on a aussi oublié de dire, c'est que l'étude a pris en compte les pays de la sous-région. Oui. On a allé regarder, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Vous voyez, ces pays de la sous-région qui quand même nous dépassent ou qui se développent, on est allé voir. Il paraîtrait que le Bénin soit le seul pays de la sous-région à encore cette heure élastique entre deux. Donc, ceux qui pensent que le problème a été juste déplacé, c'est sûrement parce que c'est à cause des raisons que le gouvernement a évoquées. C'est à cause de notamment l'épanouissement familial que le gouvernement a été évoqué. C'est sûrement sur cet aspect de la question qu'ils ont pensé que le problème a été juste déplacé. Mais pour se demander vraiment si ça va permettre, si ce réaménagement permettra une meilleure vie familiale. Mais c'est vrai, est-ce que ça va le permettre véritablement? On sait que on est déjà habitué, Marc l'a dit, on est déjà habitué, on s'est fixé des horaires pour rentrer, pour partager des moments avec notre famille. Oui, bien sûr. En quoi le relevé du Conseil des ministres, vous avez appris que le fonctionnaire sortira plus tôt pour s'occuper notamment de ses enfants, de sa vie familiale. Le gouvernement a pensé que l'heure élastique entre midi et 2, le fonctionnaire n'en profite pas véritablement et préfère faire en profiter le fonctionnaire à la sortie. Donc, sortir plus tôt, sortir des embouteillages plus tôt et voir peut-être les enfants revenir et être présents à leur sortie d'école ou à leur sortie de trucs. Donc, effectivement, pour ceux qui pensent que le problème a été déplacé, ils ont raison, peut-être, mais aussi c'est relatif. C'est relatif. Maintenant, pour moi, ça permettra d'une manière ou d'une autre de voir quand même un nouveau visage. Un nouveau visage. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est à l'expérimentation. Oui, qu'on pourra mieux évaluer. Mais déjà, on s'interroge quand même. Habituellement, on avait 2h30 de pause. Bien sûr. Alors, une nourrice ou une mère de famille qui doit, à la pause, aller à la maison, nourrir ses enfants, revenir au boulot. Maintenant, c'est passé à 1h30. Ça paraît surréaliste de faire tout cela en 1h30. Ça c'est ce que vous évoquez là. Ce n'est pas le cas général. On sait qu'il n'y a pas de crèche dans nos administrations. Vous rebondissez sur, on en viendra peut-être, les mesures d'accompagnement. Donc, cette réflexion ou ces nouveaux horaires ne sont pas jetés comme ça aux agents. Donc, sûrement, l'autre question de mesure d'accompagnement viendra pour ces petits cas qui seront, puisque ce n'est pas général. Si je vais répondre rapidement sur ce cas particulier des nourrices, par exemple, je peux rappeler que la loi, au niveau du Code du travail, a prévu que lorsque vous êtes nourrice, vous disposez quand même de plus de largesse que les autres mamans, par exemple, où vous rentrez tôt. Parce que généralement, les nourrices, de toutes les façons, jusqu'à une période donnée, elles rentrent à 17h. Elles ne rentrent pas comme tout le monde à 18h30. Alors, au niveau de la pause, c'est vrai que certaines nourrices auraient fait le programme, par exemple, d'aller allaiter les enfants et de revenir. Mais lorsque le programme change, vous changez, vous habituez, vous réaménagez par rapport à ça. Au lieu, par exemple, que vous rentriez carrément, lorsque vous êtes à une distance éloignée pour aller nourrir votre enfant et revenir, il y a plein de dispositions qui sont mises en place du côté sanitaire pour pouvoir nourrir les enfants qui allaitent. Il y a possibilité de pouvoir, il y a le tire-lait qui est là, vous retirez votre lait. Oui, mais les médecins vous diront que ce n'est pas vraiment conseillé. Les médecins vous diront que il faut aussi vous dire que les fonctionnaires... Quand vous prenez 1h30, Armel, quand vous prenez 1h30 et que vous n'habitez pas loin de votre service,
vous n'habitez pas loin de votre service. Vous avez eu, c'est largement suffisant pour vous, lorsque vous tenez réellement à la qualité du lait que vous voulez donner à votre enfant, de vous déplacer, d'aller rapidement à la maison et de revenir. C'est seulement au niveau où, lorsque vous allez habiter à un endroit qui est très éloigné de votre service, et néanmoins, même si c'est très éloigné, c'est pas évident que vous décidez quand même de repartir à la maison, même si on vous accordait les 2h30 de pause. Oui, mais ce qu'on semble oublier, c'est qu'à la pause, on prend la pause. Comme son nom l'indique, on se repose. Voilà, on mange, on se repose. Faire tout cela en 1h30 minutes. Sûrement. Alors que tu t'es dit arriver tôt le matin pour être au bureau à 8h. On est souvent fatigué. Sûrement que les études ont pris en compte. Et ces fonctionnaires aussi ont été, l'enquête a pris en compte tout ça. Maintenant, vous dites, oui, on permet maintenant aux fonctionnaires de rentrer tôt, de se coucher tôt, oui, pour venir plus encore en forme oui, au lendemain. Se coucher tôt, ça maintenant, encore, ce que vous êtes en train d'évoquer, oui. Vous savez, les fonctionnaires savent s'adapter aussi, hein, et ils vont sûrement s'adapter aux nouveaux horaires. Qui vous dit que peut-être les 2h30 étaient prises, étaient utilisées rationnellement pour se reposer. Sûrement qu'on a dû faire le constat que les 1 heure de trop, ils n'en faisaient rien. Bon. Alors, venons-en maintenant aux mesures d'accompagnement. On a parlé de la nourrice, l'idéal pour elle, c'est d'avoir son enfant à côté. Bien sûr. Donc, la nécessité peut-être d'une crèche, si possible, même au sein de l'administration. Bien sûr. Dans les privés, on voit ça souvent. Ces mesures, ces nouveaux horaires auront toute leur efficacité si les mesures d'accompagnement sont effectives. Et il faut dire aussi que, étant donné que c'est une mesure qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2021. Ouais. Et on est déjà à la fin du mois déjà. Il faut également qu'on expérimente la mesure pour pouvoir voir est-ce qu'il y a des ratés qu'on pourrait corriger. Bien et sûr. au fur et à mesure, l'administration va s'adapter à ces ratés-là et voir qu'est-ce qu'il faut régler. Et lorsque l'on parle, par exemple, de ce programme, de ce réaménagement, n'oublions pas également que si les travailleurs vont beaucoup plus se plaindre par rapport à ça, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles les usagers peuvent se plaindre par rapport à l'administration publique. Et il faut dire que l'administration publique a beaucoup de gangrènes. Voilà, on a beaucoup de problèmes qui sont liés à la rentabilité ou à l'efficacité des agents au niveau de l'administration publique. Alors que si ces mesures sont faites pour pouvoir les accompagner, soit au niveau de leur cadre familial et également au niveau de leur rendement, ce ne seront pas eux qui iront se plaindre, alors que même dans le même temps, pour quelqu'un, un travailleur qui vient à 8h, qui doit finir à 12h30, il passe plus de la moitié de 7 heures de travail à s'amuser ou bien à gérer ses propres affaires. Vous n'allez pas dire c'est ce travailleur-là qui va se plaindre du fait que l'on réaménage un peu. Oui, mais justement, comment est-ce qu'on veille à l'efficacité de l'agent dans l'administration? Oui, vous savez, ce gouvernement actuel, tout le travail qui a été fait dans ce sens, où la ponctualité, l'effectivité de la présence au poste a été vraiment renforcée ces dernières années. Ça reste encore. Même si ça reste encore, mais beaucoup de choses ont été faites, d'accord? Donc, ça fait partie des mesures d'accompagnement où le gouvernement, dans le relevé du Conseil aussi a dit le renforcement de l'effectivité des travailleurs au poste. Des contrôles. À travers des contrôles. Donc, je voudrais dire aussi, nous savons ce gouvernement très perspicace. Et d'accord? Donc nous attendons que les mesures d'accompagnement seront aussi effectives pour que ces mesures, ces nouveaux horaires soient efficaces pour l'atteinte des objectifs. Moi, je suis sceptique sur au moins les 6 premiers mois. Je ne vois vraiment pas d'efficacité. Toute réforme, vous savez, au début, va battre de l'aile. Va battre toujours de l'aile. Donc, les 6 premiers mois que vous dites, ça va permettre aussi l'évaluation et aussi de se mettre au pas puisque ça paraît une exigence. Oui, c'est une exigence. C'est une exigence, vous voyez. Et aussi, quand on parle de nos pays, de nos frères de la sous-région qui se sont déjà adaptés à ces heures, il va falloir aussi que les nôtres aussi, nous nous adaptions à ces heures. Et aussi mettre toutes les contraintes et essayer de s'adapter. Et il faut rappeler que la meilleure façon de rendre applicable cette mesure
ce sont les contrôles. Parce que l'administration publique est tellement têtue. C'est ça. L'administration publique est tellement têtue, ou même lorsqu'on sait que l'heure d'ouverture, c'est à 15h après la pause, vous allez dans l'administration, vous attendez, il est 15h jusqu'à 15h30, personne ne vous reçoit. Vous restez là, vous attendez. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème qui se pose déjà à ce niveau, où il faut vraiment un contrôle pour pouvoir savoir que réellement à 14h, est-ce que les agents seront réellement à leur poste pour pouvoir commencer le travail comme cela est fait. Ou bien, il faut contrôler l'heure d'arrivée également pour voir est-ce qu'ils vont rentrer réellement à 17h30 ou bien ils vont rentrer à 17h. Ou vous serez là, on va vous dire non, on a fini le travail, on a déjà fermé, vous pouvez rentrer. Et j'aimerais rappeler également à nos téléspectateurs que cette mesure ne concerne que l'administration publique, ça ne concerne pas les privés et ça ne concerne pas également les établissements d'enseignement. C'est ça. Et ça, eux-mêmes vont subir aussi, puisque l'administration privée est toujours en collaboration avec l'administration publique. Mais bon, dans la mesure, il faut dire que c'est chaque structure privée qui décide de suivre ou pas. Pourvu que les 8 heures de travail soient respectées. Alors l'autre chose, c'est que, je ne sais pas, est-ce qu'on a pensé aux gens des régions un peu reculées du Bénin qui n'ont pas forcément la climatisation dans leur bureau et qui doivent prendre service à partir de 14h. Vous imaginez le soleil qu'il y a à cette heure-là, des gens dans leur bureau en train de suer alors qu'ils n'ont pas la climatisation. Quand on quitte Cotonou, les gens sont confrontés à ces réalités-là. Vous savez que le fonctionnaire béninois va toujours s'adapter aux réalités. Mais on ne va pas s'adapter tout le temps. Mais oui, mais non, ne me dites pas que les fonctionnaires des régions reculées ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Non, on n'a pas dit ça. Alors, il y a des services, il y a des exceptions, il y a des services qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Mais il faut dire que, bon, à ce niveau, pour moi, le problème ne se pose pas beaucoup. Parce que je ne vois pas trop la différence, d'accord, entre le soleil de 14h et le soleil de 15h. D'accord, je ne vois pas trop la différence. Donc, c'est qui veut noyer son chien de rage, quoi. Donc, sinon, en réalité, si vous êtes à un poste donné et que vous êtes toujours habitué à venir rigoureusement à votre heure de travail à 15h et qu'on réaménage à 14h, je crois que ça ne va pas changer de grande chose. Il suffit juste de vous adapter, d'accord? Et imaginez que si c'était accompagné de primes, est-ce que les travailleurs vont en parler? Personne ne va en parler. Personne ne va s'en plaindre. Alors l'autre chose, c'est que selon les explications du gouvernement, ou plutôt de quelques membres du gouvernement, il paraît que cette option de fermer plutôt les bureaux permettrait de gagner beaucoup d'argent. On va dire ça, des milliards, près de plus de 20 milliards. Selon les études, selon les experts, cela apporte une croissance économique de 0,5%. Ce qui avoisinerait dans les 26 milliards à peu près. Donc seuls les experts, ils ont pu faire cette étude et ont vu qu'à la pause, les 2h30 occasionnent tel type de dépenses à l'État, tel type de charge à l'État. Et lorsque cela va se diminuer, rien ne prouve aussi avec cette étude, puisque c'est une estimation, c'est une étude, rien ne prouve qu'avec cette étude que cette croissance économique sera réellement effective, parce que l'on connaît l'administration, les gens peuvent toujours... il y a certains qui passent peut-être toute l'heure de pause au sein dans leur bureau, d'accord. Et ceux-là vont toujours continuer à utiliser l'énergie comme s'ils n'étaient pas à la pause, vont toujours continuer à utiliser l'eau comme s'ils n'étaient pas à la pause. Et au niveau de beaucoup de directions, il faut dire que rien ne changera pas concrètement. Cette croissance économique signifiée aussi par le Conseil n'est pas... C'est un pan de la question, la consommation énergétique, mais aussi il s'est avéré que beaucoup de citoyens ou d'usagers ont besoin plutôt des services de l'administration publique qui n'est pas disponible à une heure donnée. Vous voyez? Oui, on a évoqué le cas des organisations internationales qui ouvrent un peu plus tôt que 15 heures. Voilà, qui ouvrent un peu plus tôt que 15 heures. Donc, tout ça rentre dans la croissance économique affichée ou espérée. Donc, mais déjà, il faut dire que la réforme de dématérialisation au niveau de l'administration va apporter beaucoup plus un coup de pouce à ce phénomène-là, parce que lorsque vous n'aurez plus toujours l'opportunité de vous déplacer avant d'avoir certaines pièces, par exemple, vous allez juste peut-être là pour régler à 14 heures, voilà, vous êtes déjà sûr que même de votre bureau, à 14 heures, l'agent est déjà là pour vous répondre ou peut-être pour vous valider
la pièce que vous voulez. Alors, et pour ceux qui n'ont pas de bureau, eux, ils vont faire comment à l'heure de la pause? Bon, ceux qui n'ont pas de bureau, les agents de liaison, par exemple. Il faut sortir pour aller se restaurer, il faut revenir, il faut se reposer. C'est beaucoup plus intéressant pour celui qui a son bureau, qui peut se reposer là. Non, bon, ceux qui n'ont pas de bureau, ce sont les agents. Parce qu'il va forcément falloir prévoir des espaces de restauration, des cantines, des trucs de tout ce ça, genre. les mesures d'accompagnement. Ça n'existe pas aujourd'hui dans nos ministères. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas, mais si on a estimé qu'1h30 suffit pour se reposer, essayons de voir dans la durée. C'est-à-dire que Bon, quand vous parlez d'agents qui n'ont pas de bureau, vous voulez parler par exemple des... Ceux qui sont ensemble. Non, ceux qui partagent par exemple un bureau, 2 ou 3, 4 qui sont dans un même bureau. Ils ne peuvent pas forcément se reposer. Non, bon, au fait, le but du repos, ce n'est pas... Ils allaient manger et se reposer. Même avant la réforme. C'est ça, il faut dire. Au fait, il n'y aurait pas grand changement avec cette réforme-là. Parce qu'avant la réforme, lorsque vous partagez un même bureau et que vous êtes à la pause, ce n'est pas tout le monde qui reste. Il y a certains qui ont leur domicile proche. Ceux-là rentrent et reviennent. Ceux qui n'ont pas leur domicile proche. Et le Béninois est assez social pour pouvoir quand même libérer un peu d'espace à son collègue pour pouvoir lui permettre quand même de se reposer. Bon, c'est que quand on va commencer à sanctionner, les gens vont vouloir encore rentrer chez eux. Oui, on préfère rester au bureau pour ne pas du tout être en retard. Non, certains vont rentrer. Ou bien ils vont vaquer à des occupations de façon rapide pour rester dans les temps. Tout ça participera à l'efficacité de l'administration et à la disponibilité. Cette mesure ne servira à rien, c'est ça. Et c'est ça qui oblige aujourd'hui les services à beaucoup plus de contrôle, si possible même mettre des empreintes digitales, voilà, pour contrôler les entrées, les sorties. Oui, dans beaucoup de services, c'est fait, surtout au niveau du privé. Vous venez, vous portez votre empreinte digitale, et puis il y a la caméra qui est là, que vous avez, parce que vous pouvez déposer l'empreinte digitale et ressortir. Exactement. Donc du coup, il faut quand même des contrôles inopinés. C'est dire que les milliards qu'on va économiser là vont forcément encore rentrer dans les mesures d'accompagnement. Naturellement, vous savez que ce gouvernement, c'est la rationalisation des dépenses publiques. Les dépenses publiques est très promue depuis quelques années. Vous voyez, et aussi ces milliards qui seront économisés serviront sûrement à installer ces mesures d'accompagnement si tant souhaité. Merci à vous, cher confrère. Marc. Oui, moi je voudrais quand même ajouter un dernier ressort que le plus grand problème au niveau de l'administration publique aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de l'oreille. D'accord. Les plus grands problèmes, les experts le savent. Ils savent que notre administration, depuis des lustres, et ce n'est pas seulement au Bénin, dans la sous-région, rencontre beaucoup de problèmes au niveau de l'absentéisme, au niveau de beaucoup d'autres choses. Ou par exemple, au niveau de l'administration, vous allez voir, dans des secteurs donnés, les gens y vont, les travailleurs y vont, mais ils n'ont rien à faire pendant toute la journée, où ils sont obligés de gérer leurs propres affaires. Il y a beaucoup d'autres problèmes et il y a des études qui doivent être aussi menées en profondeur pour pouvoir détecter ces problèmes-là et les régler cas par cas. Merci à vous, Marc Goudianou, Armel Taillon. Merci d'être passé. Espérons que les usagers, aussi bien que les agents de l'État, se fassent à cette mesure et réaménagent leur programme pour être actifs sur le terrain. On passe à présent au dossier de la semaine. On s'intéresse à présent à la deuxième source de revenus à l'exportation du Bénin après le coton. L'anacarde, cette filière contribue aujourd'hui à 3% au produit intérieur, au produit national brut, PNB, et environ 8% aux recettes d'exportation. On en parle juste après cet élément. Il est le deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton et seulement 10% de la production locale est transformée par les industries béninoises. Le gouvernement nourrit l'ambition de faire du cajou un produit prisé, améliorer la valeur ajoutée de cette filière et atteindre une transformation locale de 50%.
C'est donc pour promouvoir le secteur et atteindre cet objectif du gouvernement que l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIES a initié une évaluation du cadre réglementaire d'investissement dans l'industrie de l'anacarde au Bénin. Les résultats de ce diagnostic viennent d'être présentés aux acteurs de la filière. Ce document sera pour nous la base sur laquelle nous allons nous appuyer pour faire des recommandations au gouvernement, pour élaborer à l'issue des travaux les éléments d'ordre réglementaire ou même légal, c'est-à-dire qu'on pourrait aller jusqu'à une retouche en fait des lois, également de la réglementation et des arrêtés. L'Afrique de l'Ouest est reconnue comme étant la première zone de production de noix brutes de cajou dans le monde. Mais le constat est que les dites noix sont transformées en Asie et consommées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. C'est pour cette raison que les États-Unis soutiennent la promotion de la filière au Bénin qui a bénéficié depuis 2015 des financements du gouvernement américain. Un appui de plus de 19 milliards de francs CFA pour le développement de la filière et pour la dynamisation de sa croissance économique. À travers le projet Bénin Cajou, le Bénin a déjà réalisé plusieurs avancées dans le secteur. Y compris la formation de plus de 70 000 agriculteurs en bonnes pratiques agricoles, des avancées importantes dans le développement de l'industrie de la transformation des cajous sur place, et une augmentation significative de la valeur économique et sociale du secteur de cajou béninoise. Le programme d'action du gouvernement ambitionne de faire du Bénin le premier producteur de noix de cajou en Afrique de l'Ouest. Ce qui fait dire aux représentants de l'interprofession de cajou que l'évaluation du secteur est importante pour créer les conditions de développement de la filière et concrétiser cette vision du gouvernement. Et notre invité sur ce plateau est le président de l'interprofession de la filière, Edouard Assoba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et avec vous sur ce plateau, ou plutôt avec moi sur ce plateau, nous allons conduire cet entretien. Rodrigue Mavagbeto. Nous sommes encore là pour un nouveau numéro, mesdames, messieurs, bonjour. Eh bien, la filière anacarde constitue pour le Bénin la deuxième filière d'exportation et le troisième pilier de l'économie nationale après le coton et le porc autonome. Elle est retenue parmi les filières prioritaires du gouvernement dans son PAG et fait partie des filières phares du plan stratégique du développement du secteur agricole PDSA 2025. Eh bien, Edouard Assoba, vous êtes président de l'interprofession de la filière anacarde. Depuis 1960, le Bénin a opté pour cette filière comme alternative au coton. Aujourd'hui, 60 ans sont passés. La filière anacarde, comment se porte-t-elle? La filière anacarde est en progrès. Et en progrès, je veux, sans parler trop du passé, donc donner des indicateurs. Oui, allez-y. Le premier indicateur, c'est, disons, le dynamisme du Bénin au plan international, régional. Et ensuite, le deuxième, c'est les réformes engagées. Lorsque je prends le premier, je vais rappeler, bien entendu, les efforts, les actions que l'actuel ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Gaston Dessoury, a entrepris au plan régional pour la mise en place donc, du Conseil international consultatif pour le cajou. Et aujourd'hui, nous avons notre confrère, et je veux dire, le ministre me demandait à un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'interprofession pour qu'un Béninois puisse être nommé, disons, le premier secrétaire exécutif donc, de cette instance-là. Donc c'est dire que le Bénin est très bien représenté. Et je veux dire que la suite, c'est quoi? C'est que j'ai constaté que de son côté, il était en train de travailler. Lorsqu'il nous disait cela, c'est un appel, disons, qu'il nous lançait. Et donc, j'étais heureux lorsque Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, il y a environ un an, au Burkina, elle présidait en ce moment donc, les destinées donc, de ce conseil. Et donc,
à la suite donc d'une sélection très corsée. Et donc notre confrère André Tangi-Jepon est passé, et donc comme un des potentiels candidats, et donc à Ouagadougou, il a été nommé le premier secrétaire exécutif donc, de ce conseil. C'est quand même très important de le souligner. Bien sûr, de le souligner, c'est très intéressant. Et à notre actif, à l'actif du Bénin... Mais ce n'est pas fini, parce que là, nous avons nous-mêmes été nommés ambassadeurs Kajou en 2018. Le Bénin? Pour le Kajou, près de l'ACA, l'Alliance pour le Kajou africain. Et il y a 2 semaines, eh bien, nous sommes nommés donc, administrateurs donc, de cette instance-là. Donc, voyez-vous, et quand on associe à ça les réformes dont nous allons parler tout à l'heure, je crois que la filière progresse. Elle progresse, et quelle est sa place aujourd'hui à l'international? À l'international, elle occupe le 4e rang en termes de production. Et donc la Côte d'Ivoire est la première donc, en matière de production au plan international. Et au plan mondial, elle occupe donc le 8e rang. Dans la sous-région, le Bénin est 4e et 8e donc, au plan mondial. Et à ce jour, est-ce qu'on a une certaine estimation concernant l'apport de cette filière à l'économie nationale? Bien sûr, la filière occupe 8% des recettes d'exploitation et puis 3% du PIB. Et il faut dire que nous avons près de 200 000 actifs agricoles qui s'investissent donc dans cette filière. Il y a également, disons, en matière de transformation, beaucoup d'initiatives qu'il faut accompagner. Et vous savez, lorsque nous avons aujourd'hui 12, disons, industries, et il y en a... Il existe 12 mais 5 sont opérationnels. 5 sont opérationnels. Et pourquoi les 7 autres ne le sont pas? C'est dû à plusieurs raisons. Il y a des raisons, disons, de ressources, de finances, et il y a des raisons donc disons quelquefois de capacité à s'approvisionner en matières premières. Il y a quand même aussi, il faut le dire, des raisons technologiques. Mais quels sont les atouts alors sur lesquels il a fallu jouer pour que cette filière arrive à ce niveau aujourd'hui? Quels sont les atouts de la filière anacarde? Les atouts majeurs, c'est surtout la dynamique, disons, des acteurs privés. Vous avez parlé de 1960, mais c'est surtout entre 1994 1995, puisque à ce moment-là, c'est à ce moment que moi je me suis introduit dans la filière. Donc je connais l'histoire de la filière à partir disons, de cette période-là. Et donc les acteurs se sont organisés. Ils se sont organisés d'initiatives propres. Aujourd'hui, nous sommes en interprofession, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées avant. Il y a les producteurs qui se sont constitués en fédération donc, nationale des producteurs d'anacarde, la FENAPAD. Il y a ensuite les transformateurs, les CNTC, qui se sont constitués après la FEDAPAT, les acheteurs qui se sont constitués, et puis donc, le Conseil national des exploitateurs, le CODEC, qui s'est également constitué. Et ce sont ces 4 familles d'acteurs réunis qui ont donc fondé en 2016, en juin 2016, disons, l'interprofession, qui a fait donc un premier mandat. Et donc nous sommes aujourd'hui à la 2e mandature que j'ai l'honneur donc de présider. Et quel est le rôle de cette interprofession? Le rôle de l'interprofession, c'est d'assurer, disons, la coordination des activités du secteur privé. Entre tous les différents acteurs qui tous les différents acteurs, et ensuite de pouvoir assurer la représentativité de cette filière donc, auprès donc, des instances publiques du gouvernement. Donc voilà, de façon sommaire, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Alors qu'est-ce qui explique qu'à ce jour, la filière anacarde n'a pas encore dépassé le coton? Vous savez, il faut, pour réussir, donner des résultats, il faut s'organiser. La filière coton a été mieux structurée et que nous, au niveau de la filière anacarde,
Et c'est maintenant que nous nous employons sérieusement et disons agrandir. Agrandir. Nous sommes constitués en interprofession il y a juste 3 ans, on est dans la 4e année. Et aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Donc, en tant qu'interprofession, nous n'allons pas dire que nous allons forcément dépasser le coton, mais nous allons quand même... Bon, puis c'est l'ambition en 1960. Nous allons grandir, ça, il faut vous assurer que nous allons grandir. Nous allons grandir avec, disons, l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques et financiers, bien entendu. Alors, parlons justement d'accompagnement de l'État et des partenaires techniques et financiers. D'ici 2021, vous prévoyez justement une augmentation de la transformation de 50%. L'année 2020 tire à sa fin. On va bientôt rentrer dans cette année 2021. Alors, pensez-vous que l'objectif pourra être atteint? Nous accompagnons l'État dans sa vision. Ce n'est pas nous qui prévoyons, c'est l'État qui a prévu donc d'augmenter et de porter la production à 300 000 tonnes et d'en transformer les 50%. Et nous validons cela, nous acceptons et nous accompagnons l'État dans ce processus. L'État ne peut pas faire ce travail sans l'interprofession, parce que les producteurs font partie de l'interprofession, les transformateurs font partie de l'interprofession, les exportateurs également, donc forcément ce travail ne peut pas se faire sans vous. Bien sûr, c'est pour cela que j'ai dit nous acceptons à cœur joie et nous accompagnons l'État dans ce processus. Et je vais vous expliquer comment nous l'accompagnons. Alors, vous savez, bien sûr. Voilà. Donc je disais que nous avons accepté. Et d'abord, vous savez, au titre des réformes, l'État a choisi de constituer tout le Bénin en 7 pôles. 7 pôles qui reposent sur la filière locomotive. Et le pôle dédié pour l'ANACAD, c'est le pôle 4. Le pôle dédié pour l'ANACAD, c'est le pôle 4. Et donc, nous sommes en parfaite collaboration avec ce pôle-là. Et les documents stratégiques de ce pôle-là, nous avons contribué à les élaborer. Dans le plan de développement stratégique et les plans de campagne successives, nous les avons élaborés avec ce pôle et nous contribuons à les mettre en œuvre, à l'exécution donc de ces activités-là. Et donc, vous savez, en matière de développement de la production, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées. Et on peut citer donc l'amélioration des vergers. On peut citer donc la réhabilitation. Et la réhabilitation est d'une part pour les vieilles plantations qui existaient et l'amélioration de la création de nouveaux vergers. Et donc ces activités sont en plein essor. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire, puisque tout le temps nous disons le Bénin est autour de 120 000 à 130 000 tonnes. Et pour cette campagne-ci, nous avions projeté atteindre les 140 000 tonnes. Je peux vous dire, avec le travail stratégique que le Conseil des exploitateurs, le Conseil des exploitateurs a organisé au niveau donc, des ponts bascules où il a déployé donc, des contrôleurs avec l'aide donc, de l'interprofession. Donc on a déployé des contrôleurs au niveau des ponts bascules qui ont vérifié les statistiques. Et nous avons enregistré déjà au-delà de 150 000 tonnes, vous savez. Alors que nous savons que nos frontières sont poreuses. Nous sommes rapprochés donc, de la douane et de la police républicaine qui nous aident. Et donc, à contrôler un peu, disons, ces sorties frauduleuses, mais on n'a pas pu, on n'a pas les moyens de le faire. Et on n'a pas alloué également des moyens à ces, disons, structures, disons, pour le faire. Donc on était resté vraiment, disons, sans force pour contrer un peu ces sorties frauduleuses, pour savoir concrètement... Malgré ces sorties-là, on est à plus de 150 000 tonnes. On est à plus de 150 000 tonnes. Les statistiques existent et nous pouvons parler de façon, disons, comment on appelle... la main sur le cœur. La main sur le cœur, pour dire que c'est ça et que nous sommes sûrs que nous aurions atteint si on avait les mesures de statistiques. Alors, plus de 160 000. Est-ce à dire alors que le manque de moyens est déjà l'une des contraintes de cette filière anacarde? Oui, et nous travaillons à cela avec le gouvernement, étant donné que la loi des finances successives qui ont été prises, donc en 2018, en 2019 et même en 2020, ont prévu quand même qu'au cordon douanier, il y ait des prélèvements pour, disons, fouetter la recherche et faire la promotion agricole. Et surtout, c'est l'année passée
que nous avons œuvré à cela, que la promotion agricole soit prise en compte, en plus donc de la recherche. Oui. Et donc nous avons, lorsque cette loi des finances a été prise, donc nous avons travaillé avec les cadres du ministère de l'Agriculture, sous, disons, la guidance donc, du ministre lui-même. Et nous avons travaillé pour qu'un projet d'arrêté donc, soit rédigé et soumis au gouvernement conformément donc, à cette loi donc, de finances qui a été donc, prise par les honorables députés. Et donc, voyez-vous, donc, nous sommes dans la dynamique aujourd'hui, si le gouvernement approuvait donc, cet arrêté-là, et donc que nous puissions accéder à ces ressources-là qui sont attendues vraiment par les acteurs donc, de la filière. Très bien, accompagnement, hein, vous menez des actions en vue d'un accompagnement et justement, on l'a suivi tout à l'heure dans l'élément témoin, vous pensez à un cadre juridique de la filière anacarde. Y a-t-il un vide juridique en la matière? Oui, vous savez, le gouvernement avait abrogé donc, les anciens tests, les tests qui régissaient donc l'interprofession. Avec cela, il était normal donc, que nous, acteurs, nous puissions donc, proposer, et donc, dans une relation de partenariat public-privé, donc nous puissions donc réfléchir et présenter, disons, de nouveaux tests. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, ces tests sont proposés. Et vous avez suivi le directeur général de la pièce, bien sûr, qui disait qu'il faut revoir, il faut, disons, actualiser, il faut peut-être voir encore s'il y a, disons, encore des grains de sel, il y a des choses à encore ajouter pour parfaire le document, étant donné que c'est quand même un règlement pour, disons, organiser et structurer tout le Bénin. Donc, vous savez, donc, il faut quand même un peu d'attention, un peu plus d'attention pour que ces tests sortent. De toutes les façons, aujourd'hui, ces décrets sont réfléchis et déjà, nous avons quand même un bon draft. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à la question de la transformation. Vous avez dit aujourd'hui qu'il y a 5 usines qui fonctionnent, il y a 7 autres qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui est fait pour réhabiliter ces 7 autres? Parce que si c'est fait, ça va forcément booster la production, la transformation. Bien sûr, nous engageons avec ces usines-là des réflexions, nous avons même engagé des réflexions, mais nous allons les améliorer étant donné que aujourd'hui, la semaine prochaine, je peux vous me dire, la semaine prochaine, nous avons prévu donc, de nous retrouver à Grand Popo pour réfléchir vraiment avec ces responsables d'usine de façon concrète. Quels sont les besoins? Parce que chaque fois, nous disons c'est les matières premières, nous disons c'est les financements. Mais il faut aussi de façon concrète, il faut voir aussi quel est le diagnostic réel. Le diagnostic réel pour apporter la solution adéquate. Et donc, nous avons envisagé de les écouter avec des experts, de les écouter à Grand Popo pendant 2 jours. C'est vrai que nous avons quand même des idées sur ce qui se passe au niveau des usines, mais nous avons besoin, disons, de creuser davantage et de voir. Ensuite, nous allons nous porter sur la base des informations que nous aurons reçues. Donc, nous allons nous porter, disons, vers ces usines-là et discuter également avec le personnel et croiser ces éléments pour voir comment nous allons pouvoir donc les aider et avec quels moyens nous allons pouvoir aider ces usines-là. Alors dans tout ça, est-ce qu'on pense à un label Bénin de la filière? De la filière, oui, de la filière anacarde. Nous allons y arriver parce que vous savez, la qualité de la noix de cajou était très appréciée. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous assistons à une dégradation progressive donc, de la qualité. Et on est passé aujourd'hui, la campagne passée, nous avons eu un Kawe. Kawe, c'est un indicateur pour mesurer la qualité, de 46 à 40. Ça veut dire que nous avons une moyenne de 43,50 Kawe aujourd'hui, ce qui n'est pas bon du tout. Bien sûr. Mais dans la zone de Kétou,
nous avons exceptionnellement des produits de jusqu'à 48 et 50 kW. Il faudrait que nous travaillions sérieusement. Les bonnes pratiques agricoles, il faut que les producteurs les approprient. Et pour les approprier, il faut de la sensibilisation, il faut de la formation, il faut vraiment d'éléments, disons, pour accompagner tout ceci. Et il y a aussi l'introduction des nouvelles variétés, la question de la recherche aujourd'hui. Vous savez, en matière d'anacarde, la recherche a fait beaucoup de choses. Je crois, il y a 2 ou 3 ans, c'est en Côte d'Ivoire que nous avons été surpris. Par exemple, les chercheurs béninois ont sorti beaucoup de fruits de recherche et on ne savait pas. Et nous étions en Côte d'Ivoire au cours d'un colloque scientifique et c'est là-bas qu'on a découvert des Béninois qui ont présenté plusieurs, éléments. Et on s'est dit, bon, il faut capitaliser cela et là, il faut saluer la recherche parce que depuis 1 an, nous avons également, nous avons une collaboration, mais nous avons les journées scientifiques aussi qui s'organisent au Bénin pour, recenser toutes les initiatives de recherche et de pouvoir les utiliser. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ce sera tout pour Week Eco de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.